mes chers collègues, nous sommes contraints d'arrêter nos choix, de décider dans le flou et dans le brouillard. Flou quant aux conséquences de la réforme fiscale, flou quant aux compensations de l'État, flou quant aux décisions d'un gouvernement qui arrête ses positions au fil du vent et systématiquement en notre défaveur. Chers collègues, je ne détaillerai pas les éléments de contexte budgétaire développés cet après-midi par nos collègues Daniel Masséjac et Laurent Duporge. Ces rapports ont été éloquents et incontestables. Vous conviendrez que je reviendrai pourtant sur ces 18 millions d'euros de soi-disant trop perçus au titre du RSA. Mes chers collègues, on croit rêver. Ainsi, quel que soit le contexte socio-économique du Pas-de-Calais, plus nous sommes efficaces pour faire accéder la population à l'emploi durable, plus nous sommes finalement pénalisés. Je voudrais évoquer le grand rendez-vous qui a été organisé par Madame Bachelot, et tant pis pour la vulgarité, mais j'ai l'impression que ce soir-là, cet après-midi-là, nous avons été cocus. Excusez l'expression, puisque nous avons été vantés au niveau national. Nous avons été vantés au niveau national pour notre efficacité. Nous avons expliqué avec Madame la responsable de Pôle emploi comment dans notre département nous faisions parvenir un tel résultat, et finalement nous nous pénalisons. Mes chers collègues, je vous informe que sur les 100 départements français, 80 départements vont bénéficier de financements complémentaires. 20 départements vont être finalement pénalisés, dont le nôtre. Je signale que ceux qui ont appliqué strictement la loi, c'est-à-dire cette loi de refiler à Pôle emploi au bout des 6 mois, écrite par nos députés, cette loi évidemment, finalement, ces personnes sont balancées à Pôle emploi sans aucun soutien et ces départements en question bénéficient d'une allocation complémentaire. Donc je voudrais poser la question à notre Assemblée, Monsieur le Président, il faudrait peut-être un vote à ce sujet, à savoir si réellement nous continuons à financer l'insertion par l'activité économique, si nous continuons à financer les pactes territoriaux pour l'emploi à hauteur de 5 millions d'euros, si finalement ces actions décidées sur le terrain, parce que je rappelle que j'ai eu l'occasion de présenter cette activité du département sur les 9 territoires, et que ça a été approuvé par plus de 1000 personnes, et que les conseillers généraux de votre groupe d'action étaient présents et ont approuvé ces actions. Donc il faudrait savoir si définitivement nous arrêtons ce mode d'insertion ou si nous continuons. Quant à la fraude, mes chers collègues, je vous signale, je vous rappelle, parce que vous manquez quand même de mémoire, que notre rapport figure au niveau national, sur la fraude figure au niveau national, sur les propositions du ministère. Et que, contrairement à ce que vous dites, nous obtenons des très bons résultats comme les autres départements. Parce que dans ce département, il ne s'agit pas d'assistanat, mais d'assistance aux personnes les plus défavorablement, n'est-ce pas, dopées. Alors, mes chers collègues, voici donc le premier effet qui se coule de cette fameuse clause de revoyure dont on nous parlait à longueur de plénière, dont vous, mon cher collègue, vous parlez dithyrambique, le représentant du groupe Unité et Action. Le philosophe, mes chers collègues, Échille Petit, n'a jamais eu de mot assez fort pour nous vanter cette mesure de justice entre les territoires voulue par notre président Dionysos Élyséen. Vous deviez d'ailleurs y veiller, mon cher collègue, personnellement, par vos interventions dans les plus hautes sphères de l'État. Il est bien beau le résultat, nous sommes pénalisés de moins 18 millions d'euros. Alors, mon cher collègue, soit, tout comme nous, vous considérez que nous sommes une nouvelle fois victimes de ce gouvernement. Nous considérons comme une victime consciente. Et vous, une victime inconsciente. Soit véritable VRP du Sarkozy système, vous en êtes l'instrument, mais alors il va falloir que vous sortiez du bois. Le gouvernement a la ferme intention de nous faire participer, de nous entraîner, vous l'avez dit tout à l'heure, dans la faillite. Une faillite qui ne trouve pas son origine dans la crise mondiale, comme on tente de nous faire croire. Cette faillite, mes chers collègues, est le fruit des dérives d'une droite au pouvoir depuis 10 ans. 10 ans de déficit public, plus de 612 milliards d'augmentation, rien que pour les 5 dernières années. 5 dernières années, durant lesquelles
n'est pas la même pour tous. Le souhait est de nous entraîner dans une voie budgétaire sans issue. Comme il a été fort bien démontré, nous devons désormais faire face à une asphyxie structurelle de nos recettes, avec des dotations sans cesse minimisées, mais également faire face à une dépendance conjoncturelle. Nous voici donc dépendants de la croissance économique au moment même où celle-ci est nulle et pire, on s'apprête à lui porter un coup fatal avec l'instauration prochaine de la TVA sociale. Au final de ce processus, il y aura toujours moins de croissance, toujours plus de difficultés sociales et toujours moins de ressources financières pour nous faire face à ces difficultés. Ce gouvernement, mes chers collègues, est décidément inconsistant. Je tiens à vous parler de la dépendance à la TVA sociale. Permettez-moi d'y revenir un instant. Tout d'abord, cette TVA sociale dont on parle tant. Je ne chercherai pas à lancer un débat sur sa pertinence économique. Laurent Fabius, à l'époque, et les socialistes ont déjà éclairé la population depuis bien longtemps. En revanche, ce qui me semble circonspect est justement le risque que prend le président de la République avec cette TVA sociale à quelques semaines des élections. Un risque que le contre-feu médiatique sur la taxe Tobin ne finira finalement pas à camoufler. La vérité est que cette mesure d'injustice sociale n'est pas un instrument économique du gouvernement, mais, vous le savez tous, une exigence de Laurence Parisot et du MEDEF. À quelques semaines de l'échéance de son CDD, signé à la table du Fouquet's, il reste à l'envoyé spécial Sarkozy un dernier commandement à effectuer. Après la suppression de l'ISF, après les multiples cadeaux fiscaux, la TVA sociale est le dernier gage que le président des grandes fortunes doit effectuer. Il n'a, durant 5 ans, jamais failli à sa mission. Un président des plus riches, mais aussi un président d'une droite qui n'aime pas le partage de pouvoir. C'est avant tout pour cette raison que notre collectivité, maintenant, est complètement dépendante. L'organisation de notre asphyxie financière est un collier étrangleur que le gouvernement utilise pour empêcher les collectivités locales d'avancer. Pour cette droite qui n'a jamais finalement digéré la décentralisation de Pierre Mauroy, le pouvoir doit être central et contrôlé. Une droite qui n'a absolument pas l'intention d'écouter, et encore moins d'entendre les élus locaux ni les territoires. Cela ne risque pas de changer. J'en veux pour preuve 3 éléments. Tout d'abord, on en a parlé tout à l'heure, ces états généraux des collectivités qui devaient bien avoir lieu en février prochain. Le président Jean-Pierre Bel a été contraint de les reporter sous la menace des sénateurs de la majorité présidentielle. Une occasion ratée pour nous élus locaux de connaître enfin précisément ce que le candidat Sarkozy compte bien faire des territoires. La seconde indication concerne cette volonté farouche d'imposer une RGRPP, mais cette fois-ci des collectivités. À cet égard, Bruno Le Maire a indiqué, je cite, que les dotations de l'État aux collectivités baisseraient chaque année de 2 milliards d'euros durant le prochain quinquennat. À quoi correspond ce chiffre de 2 milliards? Mystère et de Gaulle. La réduction drastique des dépenses, voilà son seul credo. Qu'importe si nous devons assurer la solidarité nationale à la place de l'État, qu'importe la réalisation de 73% d'investissement public en France par nos collectivités, c'est décidé, ce sera 2 milliards de moins chaque année. Enfin, la troisième indication se trouve dans les quelques petites lignes que consacre l'UMP dans son projet présidentiel au territoire. Quelques toutes petites lignes contenues en une colonne et demie entre le bas de la page 15 et le début de la page 16. Un vide abyssal de propositions qui témoigne du mépris de la droite pour les collectivités locales et l'absence de volonté dans le domaine d'aménagement du territoire. Mais un autre chemin est possible, une autre voie est à construire. Si en 1981, la gauche a imposé cette décentralisation qui a libéré les énergies des territoires, 2012 ne doit pas en réduire à néant. 2012 doit au contraire nous donner un second souffle pour un acte 3 ambitieux et rénovateur. En attendant, nous avons raison de prendre la voie du courage et de résister. C'est ce que nous faisons dans ce département, comme les priorités du DOB nous y invitent. Je tiens à réaffirmer avec force la volonté des élus du groupe socialiste, républicain et citoyen de préserver l'investissement, veiller à contenir nos charges courantes,
assurer le financement de nos dépenses obligatoires et en particulier en matière de solidarité et de n'abandonner, mes chers collègues, aucune de nos compétences. J'invite chacun d'entre vous à lire attentivement ce livret réalisé par une cinquantaine d'organisations à but non lucratif appelant depuis jeudi dernier à investir sur la solidarité. À la lecture de celui-ci, on comprend bien que l'engagement des acteurs de la solidarité n'est pas un coût pour notre société, mais bien une source d'économie à moyen et à long terme. La solidarité ne peut pas être la variable d'ajustement des politiques publiques que le gouvernement organise à grands coups de restrictions budgétaires. Nous devons absolument conserver notre action solidaire malgré l'entrave voulue du gouvernement. Il en va de la cohésion même de notre société. Notre groupe accueille également avec intérêt et enthousiasme cette volonté de notre institution de favoriser et renforcer notre politique de développement durable, d'éducation, de soutien à l'économie sociale et solidaire et notre engagement pour la jeunesse dans le département le Pas-de-Calais. Nous savions pouvoir compter sur notre collègue Hervé Poher et la vôtre, Monsieur le Président, pour que notre agenda 21 départemental ne soit pas un simple document glacé, papier glacé dans l'air du temps. C'est l'ensemble de la maison et de nos propres pratiques qui ont été bousculées ces dernières années avec cette exigence environnementale. Même si ce n'est pas été le chemin de la facilité, nous sommes désormais prêts à aller plus loin et à faire mieux avec la version numéro 2. Une nouvelle fois, nous sanctuarisons notre engagement pour l'éducation. Voilà une bonne nouvelle. Avec les fêtes, les associations de parents d'élèves, les représentants des mouvements d'éducation populaire, les syndicats d'enseignants, les pédagogues, les élus se sont réunis ici même pour évoquer l'avenir de l'école publique. Nos collègues Massiel Herbert et Françoise Rossignol nous ont fait part des difficultés majeures qui ont été présentées et des solutions qui ont été avancées et apportées. Notre engagement va pleinement dans le sens attendu par les équipes éducatives, par les familles et par les jeunes. Les jeunes, justement, parlons-en. La jeunesse n'est pas une compétence du département. La jeunesse, chers collègues, n'est en fait la compétence de personne. En cette période de crise, ils sont les principales victimes et nous avons donc le devoir d'agir. Tout comme pour l'agenda 21, cette orientation prioritaire doit nous amener à changer nos façons de faire, à bousculer nos habitudes. Si la jeunesse est la priorité des priorités, alors ces problématiques devront être au centre de nos décisions, quel que soit le champ de compétences. Et comme l'a si bien engagé Olivier Maïevitch, à cet égard, cette transversalité que nous réclamons chaque jour de la part des services départementaux devra s'appliquer à nous-mêmes et à nos partenaires. C'est assurément une clé importante de la solution à trouver. Enfin, je dirais un mot de cet engagement proposé par l'économie sociale et solidaire, comme l'a présenté Jacques Lapirage. Il ne s'agit pas d'un engagement nouveau, mais une approche tout à fait novatrice. Notre groupe a d'ailleurs d'ores et déjà engagé le dialogue avec les différents acteurs de l'ESS, et nous allons très prochainement accentuer cette concertation. Toutes les priorités proposées durant ce débat d'orientation budgétaire doivent nous permettre d'assurer une action publique juste pour l'ensemble de la population du Pas-de-Calais. Nous avons bien compris que la vision de l'action publique de notre gouvernement est « nous n'y adhérons pas ». Nous n'y adhérons pas parce qu'elle est profondément inégalitaire. Pour le gouvernement, l'essentiel de notre action devrait se contenter et se cantonner à la distribution mécanique de prestations sociales sans se soucier de la place de chacun au sein de notre société. Le département, mes chers collègues, est le garant de la cohésion sociale, la cohésion des territoires. Nous sommes cette collectivité qui permet aux plus fragiles de ne pas décrocher, mais aussi à toute la population de bien et de mieux vivre. Nous n'agissons pas pour une catégorie, pour un groupe, pour un clan. Nous agissons parce que cela est nécessaire pour notre population. Nous faisons des routes parce que tout le monde n'habite pas en ville. Tout le monde n'a pas la possibilité de prendre un train. Il faut un réseau routier efficace et sécurisé pour ces milliers de personnes qui se déplacent toujours plus et plus longtemps pour travailler. Nous faisons des collèges, nous soutenons l'éducation, nous assurons les transports scolaires, nous agissons pour la petite enfance et la jeunesse parce que les familles espèrent légitimement le meilleur pour leur enfant. Nous décidons d'inventer un GPS administration, non pas pour dépenser des sommes supplémentaires, mais parce que la population
doit pouvoir trouver une solution facilement et n'importe quand dans cette vie active toujours plus compliquée. Cette population doit accéder aux services publics gratuits sans difficulté. Nous soutenons le sport, la culture, le développement durable, l'aménagement du territoire, parce que les familles ont besoin de bien vivre et non seulement de survivre. Voilà toute l'ambition des élus du groupe socialiste, républicain et citoyen. Une résistance, une ambition pour la population du Pas-de-Calais que nous retrouvons dans les ordres